Bonjour, donc je suis le professeur Fabrice Denis, oncologue et puis médecin spécialiste de la prévention et longévité. Donc je travaille au Mans dans l'institut Astrium que j'ai fondé, qui est un institut de recherche et de prévention. Et puis je suis aussi président de l'institut de e-santé INES, qui est un institut qui permet de faire de l'enseignement d'IA, de santé numérique et met en place des protocoles d'évaluation de dispositifs médicaux connectés. Donc ça, c'est mes principales activités. Puis j'ai beaucoup travaillé sur la télésurveillance, qui est une modalité de suivi de patients en oncologie, qui maintenant est devenue un standard en France et dans le monde avec une prise en charge d'application. L'intervention consistait essentiellement à montrer que la prévention n'est plus du domaine du virtuel ou de l'incantation, mais du domaine de la preuve scientifique et de la quantification. Alors, j'ai montré qu'on pouvait précisément dire à quelqu'un votre mode de vie, vos résultats de sang, d'imagerie, donnent des indications quantifiables sur les risques de pathologie que vous avez de développer dans les 10 ans et sur les pertes de longévité si vous ne changez pas le mode de vie, si on ne fait pas de correction thérapeutique, et les gains qu'on peut obtenir en faisant ces corrections. Donc c'est l'idée de pouvoir quantifier individuellement les mesures de prévention à prendre et de mesurer directement leur effet. Et puis bien sûr parler des nouvelles thérapeutiques qui visent directement à traiter les anomalies biologiques qui apparaissent avec le vieillissement. Et là aussi la manière d'évaluer leur efficacité. Donc l'idée était vraiment de mettre l'angle sur la prévention, c'est plus comme avant. Maintenant c'est une vraie spécialité et avec des vrais résultats et avec un niveau de preuve qui est de plus en plus élevé et qui permet à un individu de prendre conscience de façon chiffrée de ce qui est bien et pas bien et que prioriser pour gagner en espérance de vie en bonne santé et de mesurer très vite si ce qu'il a mis en place fonctionne. C'est ça l'objet de ma présentation. Alors bon, c'est évidemment facile de dire qu'elle est insuffisante, quasi inexistante, etc. À sa décharge, le système de santé n'avait pas les moyens ni de motiver les personnes du fait de ce manque de quantification. Dire à quelqu'un qu'il faut manger 5 fruits et légumes et faire 3 heures d'activité physique par semaine, ça peut pas marcher. Parce que d'abord, c'est pas vrai, ça fonctionne pas. L'activité physique, ça peut être pour certains de faire des pompes, pour d'autres de faire de la marche, pour d'autres de faire du HIIT, les sports cardio, etc. Donc ça fonctionne pas. Donc à leur décharge, ils n'avaient pas suffisamment d'éléments objectifs ni d'examens pertinents, comme la pharmacogénétique par exemple, qui permet, à partir d'un prélèvement de salive, de connaître comment votre organisme va éliminer la plupart des médicaments et donc éviter des effets secondaires inutiles ou des inefficacités dangereuses. Ça n'existait pas il y a encore un an. Mais maintenant, si on reste à ce niveau faible d'investissement des pouvoirs publics dans la prévention, malgré les progrès qu'on a en termes d'horloge épigénétique qui permet de mesurer l'âge des organes, de ces approches de prévention avec des imageries corps entier qui permettent de dépister des petits cancers qu'on n'aurait pas trouvés avant, etc. Si on en reste encore à dire, ouais, on sait que ça existe, mais tant pis. Là, par contre, il y a une obligation de moyens qui n'est pas remplie. En gros, le sujet, c'est de dire, c'est insuffisant, la prévention, l'investissement actuellement, mais il n'y a plus d'excuses maintenant. Parce qu'on peut dépister tôt, on peut favoriser la prise de conscience et impliquer les individus dans leur modification de mode de vie, parce que derrière, c'est pas 6 mois ou 1 an de longévité qui peut être gagné, c'est 25 ans, en bonne santé. Et là, ça change un peu les choses, parce qu'en bonne santé, ça veut dire que la personne coûtera quand même moins cher au système de santé, in fine. Quand nous, on détecte à l'Institut 20% de gens avec un prédiabète, et pourtant ils viennent, ils n'ont pas de symptômes, tout va bien en théorie. Mais ils ont 20% des cas un prédiabète qui, si on ne change rien, fera un diabète qui est incurable, au sens où ils vont se piquer tous les jours avec de l'insuline. Alors que le prédiabète, en 2 mois, il est guéri, si on fait ce qu'il faut. Et le cancer, diagnostiqué au petit stade, c'est la même chose. Donc avant, on pouvait dire on n'avait pas d'éléments palpables d'examen, quel examen faut faire, combien ça coûte, qu'est-ce que ça détecte. Mais là, maintenant, on sait. Donc j'attends que dans les prochains mois ou années, les choses évoluent. Par exemple, en Suisse, la pharmacogénétique, ce qui permet de détecter à l'avance les effets secondaires des médicaments, c'est pris en charge. Alors c'est très intéressant cette question, parce que il n'y a pas de formation en prévention dans les études de médecine. C'est bien la peine de passer 10 ans sur les bancs de la fac pour ne même pas entendre parler d'un quart de ce qui se fait en prévention. Bon, formation manquante en formation initiale, formation manquante en formation continue. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est médecin, comme on n'a pas été formé avant, on pourrait se dire on va se former après. Pas plus finalement. Médecin généraliste, sa consultation dure 7 minutes en moyenne en France. Une maladie,
un traitement. Pensez bien que le médecin, il va pas passer du temps à poser des questions sur alors est-ce que vous prenez de l'alcool et combien, etc. Est-ce que vous dormez bien? Non. Pourtant, le sommeil fait chuter l'espérance de vie aussi lorsqu'il n'est pas bon. Donc, manque de formation criant. Et c'est d'autant plus vrai que 40% des gens qui viennent faire des bilans à l'Institut Astrium, chez nous, sont des médecins. Pour eux. Parce qu'eux-mêmes, ils connaissent pas, ils savent pas, et donc, entre guillemets, ils sous-traitent leur santé aussi à d'autres médecins qui, heureusement, se spécialisent dans le domaine. Et donc, ça, c'est un bon signal qu'une grosse proportion des patients venant faire des bilans de santé soit du médical ou chirurgien, biologiste, etc. Ça veut dire que finalement, si on leur donnait les bons outils, non seulement pour eux, ils ont compris que c'était intéressant, donc ils seraient convaincants pour leurs patients aussi. Donc, formation, c'est important. Et puis, ce qui manque effectivement, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que moi, quand je fais une consultation de prévention, si je cumule le temps que je fais à faire les examens que je fais moi-même aux patients et la synthèse que je fais après avoir fait les examens, ça dure 2 heures pour chaque patient. Donc ça prend beaucoup de temps et c'est certainement pas avec une consultation valorisée en France à 50 € que des médecins vont déployer ce genre d'affaires. Et pourtant, quand je passe ce temps-là, alors on peut après faire de la délégation, etc. Là, on est sur des proof of concept, et puis ensuite, on pourra effectivement déléguer plein de choses et ça ira plus vite avec de l'IA qui permettra l'extraction des données. Mais la valorisation est importante. S'il n'y a pas une valorisation incitative, ça ne marche pas. Et on a l'effet inverse, comme quoi quelque chose peut fonctionner, c'est la télésurveillance. La télésurveillance, pour les patients qui ont un cancer, c'est remboursé, c'est-à-dire que le patient ne paye pas cette application qui l'aide à envoyer ses informations au médecin sur ses symptômes, sur ses performances physiques, etc. Il n'a pas à payer ça, mais le médecin est payé, lui, pour lui prescrire. Et bizarrement, dès lors qu'il y a eu une incitation financière à la prescription de la télésurveillance, eh bien, le taux d'intégration dans les hôpitaux est passé de 0 à 75% en 1 an et demi. Ce qui est énormissime pour une nouvelle technologie où les médecins doivent un peu se former, qui leur prend un petit peu de temps parce qu'il faut gérer les alertes, etc. Et à terme, d'ici la fin de l'année 2026, 100% des hôpitaux, donc 400 structures en France, auront la télésurveillance. Donc l'incitation financière est évidemment importante parce qu'elle reconnaît la responsabilité médicale, elle reconnaît l'effort intellectuel d'usage et d'adaptation. Et donc, si on n'est pas incité à faire de la prévention, on n'a aucune raison d'en faire. Il faut créer un modèle économique. Parce que même un établissement public, il a un modèle économique, il ne peut pas se permettre de travailler entre guillemets à perte, il a une enveloppe, etc. Donc le modèle économique, c'est que il faut qu'il y ait un retour sur investissement au sens où si vous avez par exemple une unité de prévention dans votre hôpital qui fait ces check-up, ces bilans de santé, avec une infirmière qui va faire les examens, l'électrocardiogramme, l'exploration fonctionnelle, respiratoire, etc. Le médecin qui fait la synthèse des éléments et le parcours de soins, comme on fait en cancérologie, on est payé en cancérologie pour faire ça. Les services sont financés pour accueillir des machines de radiothérapie, etc. Il n'y a pas de raison de ne pas créer le même modèle économique avec comme financement la part des économies générées par ce bilan. Un bilan de santé que l'on réalise, c'est 120 000 € d'économie pour un patient sur sa vie. On fera économiser à la communauté 120 000 €. Donc, sur les 120 000 €, qu'est-ce qui empêche d'en verser un quart ou la moitié à l'établissement qui a pu générer cette économie future? Voilà. C'est tout à fait quelque chose d'acceptable. Le seul problème, c'est que le retour sur investissement de l'État sur ce type de bilan, c'est dans 15 ans. Parce que le diabète qu'on aura évité de voir apparaître en faisant le diagnostic précocement du prédiabète, c'est un patient qui, sur le moment, va coûter le prix du bilan, mais le diabète qu'on a pu éviter avec les piqûres, les complications, etc., c'est dans 15 ans, en fait. Donc voilà, c'est un investissement, mais on ne voit pas pourquoi on n'investirait pas sur du moyen long terme, alors que finalement, les industriels, ils le font. L'industrie pharmaceutique, quand elle développe un médicament, elle met 10 ans. Et puis en plus, 9 fois sur 10, le traitement ne marche pas. Donc c'est à perte. Donc le privé le fait. Le public n'a pas du tout cette logique. Il faut du rendement, du retour sur investissement immédiat. Et ça, effectivement, c'est ce problème qui empêche de créer finalement un écosystème avec la médecine de ville, les pharmaciens, les infirmières, les médecins, parce qu'il n'y a pas de coordination, et il n'y a pas de coordination parce qu'il n'y a pas un parcours clair et financé favorisant ce type d'approche.